L'alarme retentit dans tout le poste de surveillance périphérique. Les yeux du technicien Valrin s'écarquillèrent lorsque les capteurs gravitationnels affichèrent des valeurs impossibles. Un objet massif se déplaçait dans le vide interstellaire, créant des ondulations dans l'espace lui-même, comme une pierre jetée dans l'eau calme. « Moniteur principal », appela Valrin, la voix tremblante d'angoisse. « Vous devez voir ça, moniteur principal. » Texila flotta jusqu'à la console, son corps cristallin réfractant la faible lumière bleue de la station. Elle était illuminée, une espèce composée de cristal vivant et d'énergie pure. À la vue des relevés, sa lumière intérieure vacilla d'inquiétude. Ce n'est pas possible. Lancez un diagnostic complet de tous les capteurs, ordonna-t-elle. Les 6 doigts de ballerine parcoururent les commandes. 20 minutes plus tard, il la regarda, la peur dans les yeux. Tous les systèmes fonctionnent parfaitement, responsables. Les relevés sont précis. Texla ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé en 300 ans d'existence. Une terreur absolue. L'objet se dirigeant vers l'espace du Concordat mesurait environ 15 km de long. Aucune espèce connue de la galaxie n'avait construit un vaisseau d'une telle taille. Les plus grands vaisseaux du Concordat atteignaient à peine 2 km de long. « Envoyez une notification d'urgence au Conseil central », dit-elle d'une voix calme. « Utilisez les protocoles priorité alpha, et puisse la lumière ancestrale nous guider. » Quelques heures plus tard, le message parvint aux chambres du Conseil du Concordat sur la planète Sanctuary, centre diplomatique. La vaste salle circulaire abritait des représentants de plus de 200 espèces. La crèche insectoïde gazouillait nerveusement, leurs antennes frémissant. Les delphes aquatiques flottaient dans leur sphère d'observation remplie d'eau, libérant des bulles de détresse. Même les sauriens, d'ordinaire si calmes, cette espèce reptilienne réputée pour sa sagesse et sa patience, laissait transparaître des signes d'agitation. Le haut conseiller Myrsan, un saurien âgé dont les écailles avaient pris une teinte argentée avec l'âge, se tenait au centre de la salle. Sa voix était posée, mais ceux qui le connaissaient percevaient l'inquiétude sous-jacente. Membres du Concordat, nous sommes confrontés à une situation sans précédent. Un objet d'une taille immense approche de notre territoire. Nous ignorons s'il s'agit d'un vaisseau, d'une arme, ou de quelque chose de tout à fait différent. Un représentant crèche, le commandant Zixtar, se leva d'un bond. Ses mandibules claquèrent bruyamment tandis qu'il parlait. Les textes anciens de mon peuple parlent de dévoreurs de mondes, des vaisseaux si vastes qu'ils pourraient engloutir des planètes entières. Celui-ci doit en être un. « Calmez-vous, commandant », répondit Myrsan. « Nous ignorons encore de quoi il s'agit. La peur sans connaissance est inutile. » Mais la peur se propageait déjà. Dans des dizaines de systèmes stellaires, les civils suivaient les messages d'urgence. Les parents serraient leurs enfants contre eux. Les commandants militaires activaient des flottes de défense qui n'avaient pas été utilisées depuis des siècles. Le Concordat avait connu 8 siècles de paix relative, fondée sur la coopération et la compréhension mutuelle. Désormais, une menace venue d'au-delà de leur espace connu planait sur tout. L'ambassadeur, le capitaine Ziert, reçut ses ordres 3 jours après la première détection. C'était un officier saurien de rang intermédiaire, expérimenté mais peu connu, prudent mais pas lâche. Le Haut Conseil l'avait choisi précisément pour son équilibre. « Tu prendras la tête d'une flotte de reconnaissance de 12 vaisseaux », lui confia le Haut Conseiller Myrsan. « Ta mission est d'établir le premier contact et d'évaluer la situation. Tu ne dois en aucun cas ouvrir le feu en premier. Nous avons besoin d'informations, pas de guerre. » Zérek inclina la tête. « Je comprends, haute conseiller. Mais si cette chose est hostile et que nous devons nous défendre, alors défendez-vous et battez en retraite immédiatement. La sécurité de vos équipages est primordiale. » Myrsan posa une main griffue sur l'épaule de Zérik. « Je t'ai choisi parce que tu réfléchis avant d'agir. La galaxie pourrait dépendre de cette qualité dans les jours à venir. La galaxie pourrait bien dépendre de cette qualité dans les jours à venir. » Tandis que la flotte de Zérik se préparait au départ, les scientifiques de l'espace Concordate
analysait la moindre donnée. Le mystérieux vaisseau se trouvait encore à plusieurs semaines du territoire Concordat, mais sa signature énergétique était unique en son genre dans leur base de données. Le vaisseau se trouvait sur un territoire inconnu, mais sa signature énergétique était unique en son genre dans leur base de données. Le docteur Shinvara, astrophysicienne chez Lumine, fit la première découverte importante. Elle étudiait les émissions énergétiques du vaisseau lorsqu'elle remarqua quelque chose d'inhabituel. La puissance dégagée était certes énorme, mais elle ne ressemblait à aucun système d'armes qu'elle ait jamais vu. Au contraire, la consommation semblait répartie dans toute la structure, selon un schéma évoquant des systèmes de survie. « Ça consomme assez d'énergie pour alimenter une ville », murmura-t-elle. « Non, pas une ville. Plusieurs villes. Ça n'a aucun sens. » Elle refait les calculs 3 fois. À chaque fois, le résultat était identique. Quel que soit ce vaisseau, il était conçu pour maintenir en vie un grand nombre d'êtres pendant de longues périodes. Parallèlement, aux confins de l'espace du Concordat, des marchands et explorateurs indépendants rapportaient des observations. Leurs descriptions étaient toutes similaires, une forme sombre se détachant sur les étoiles, immense et imposante, se dirigeant résolument vers le cœur de l'espace civilisé. Certains affirmaient déjà apercevoir des lumières le long de sa coque, comme des fenêtres. D'autres prétendaient détecter de multiples sources d'énergie réparties dans toute sa structure. Le commandant militaire Kresh, Zig-Star, exigea une intervention militaire immédiate. « Nous devons frapper maintenant, tant qu'il est encore loin de nos mondes principaux. Détruisons-le avant qu'il ne puisse nous menacer. » « Et si c'est pacifique ?» lança Luminara, conseillère Lumini. « Voulez-vous que nous devenions les agresseurs? Nous avons maintenu la paix pendant 8 siècles, en privilégiant le dialogue. »« Une paix préservée en n'affrontant jamais de véritables menaces, » rétorqua Zig-Star. « Votre espèce cristalline ignore tout de la survie par la force. Mon peuple se souvient des anciennes guerres. Nous nous souvenons de ce qui arrive lorsque nous montrons notre faiblesse face aux prédateurs. » Le débat fit rage dans les salles du Conseil pendant des jours. Certaines espèces préconisaient un renforcement militaire immédiat. D'autres souhaitaient envoyer des émissaires diplomatiques avant toute présence militaire. Quelques-uns suggéraient même d'évacuer complètement les systèmes extérieurs jusqu'à ce que la menace puisse être correctement évaluée. La flotte de Zirk partit le 10e jour après la détection initiale. Alors que son vaisseau amiral, le Concordant Voice, entamait le voyage supraluminique, il réunit son état-major. « Je veux que tous les équipages soient formés au protocole de premier contact, » leur dit-il. « Oui, nous sommes prêts au combat si nécessaire, mais notre mission principale est la communication. Nous représentons toutes les espèces du Concordant. » La façon dont nous gérerons cette situation restera gravée dans les mémoires pour des générations. Son second, une jeune Delphi nommée Cérélite, s'agitait nerveusement dans sa combinaison remplie d'eau. « Monsieur, et s'il refuse de communiquer? Et si ce vaisseau est une force d'invasion ?» Zirith réfléchit attentivement à la question. « Alors, nous recueillerons les informations nécessaires et nous nous replierons pour avertir notre peuple. Mais je refuse de croire qu'une espèce capable de construire une chose aussi magnifique ait parcouru tout ce chemin uniquement pour détruire. Il doit y avoir une raison, un but que nous ne comprenons pas encore. » Alors que sa flotte se dirigeait vers les coordonnées d'interception, les réseaux de capteurs à longue portée ont finalement réalisé une percée. Les scientifiques Lumini avaient mis au point une nouvelle technique de numérisation capable de pénétrer la coque extérieure du vaisseau. Leur découverte provoqua une onde de choc au sein du Concordat. Le docteur Shinvara transmit ses conclusions directement au Ho, Conseil et à la flotte de Zirk. Son message, bref mais capital, allait bouleverser le monde. Le vaisseau renferme des zones habitables. Les premières estimations suggèrent une capacité d'accueil de milliards d'êtres vivants. Des milliards, je dis bien des milliards. Il ne s'agit pas d'un simple vaisseau de guerre. Il s'agit d'une civilisation entière voyageant à travers l'espace.
Lorsque Zirik reçut le message, il dut s'asseoir. Son esprit pétiennait, était submergé par les implications. Une civilisation en mouvement. Cela signifiait des réfugiés, des colons ou des explorateurs, à une échelle que le Concordat n'avait jamais imaginée. Cela signifiait que l'espèce qui avait construit cet engin avait des raisons de quitter son foyer. Cela signifiait qu'elle cherchait quelque chose, peut-être un nouveau foyer. Dans la salle du Conseil du Concordat, le débat prit une tournure plus urgente. Si ce vaisseau abritait des milliards d'êtres, la question ne se limitait plus à la menace militaire. Il s'agissait de ressources, de territoires, et de la question fondamentale de savoir si le Concordat pouvait partager la galaxie avec des nouveaux venus capables de concevoir et de construire à une échelle aussi colossale. Le haut conseiller Mearson convoqua une session d'urgence. « Nous devons décider maintenant », déclara-t-il. Les représentants réunis. Devons-nous accueillir ces étrangers ou les repousser? Et si nous choisissons de les repousser, sommes-nous prêts à en assumer les conséquences? La galaxie retint son souffle, attendant des réponses qui ne viendraient pas facilement. Le vaisseau gigantesque quitta sa trajectoire supraluminique à la limite du système sanctuaire, dans un éclair d'énergie perceptible par tous les capteurs en moins de 3 heures-lumière. Xérict observa depuis la passerelle de la voie concordante le monstre se matérialiser sur fond d'étoiles lointaines. « Lumière ancestrale, protège-nous », murmura Saralette, son corps aquatique figé par le choc. Le vaisseau était encore plus grand que prévu. 15 kilomètres de métal sombre et de matériaux composites. Sa coque recouverte de ce qui semblait être des emplacements d'armes, des réseaux de capteurs et d'imposants moteurs. Des milliers de points lumineux illuminaient non sa surface, lui donnant l'apparence d'une cité flottant dans le vide. Zirik s'efforça de respirer lentement. Son entraînement tactique lui intimait d'y voir une menace. Son instinct diplomatique, lui, le poussait à creuser davantage. « Communication, sommes-nous prêts à transmettre ?»« Oui, monsieur. Tous les protocoles de premier contact sont chargés et opérationnels. Présentons-nous. » Zierk fit un signe de tête à son officier de communication. « Envoyez la séquence mathématique, suivie de la notation chimique, puis des schémas linguistiques de base. Espérons que quelqu'un là-bas parle le langage universel des nombres. » La transmission s'interrompit. Sur les écrans d'observation, l'immense vaisseau restait suspendu dans l'espace, silencieux et imposant. Les secondes se transformèrent en minutes. L'équipage du pont s'agita nerveusement. Depuis le centre diplomatique du Concordat, sur la planète en contrebas, des milliards d'êtres suivaient la scène par retransmission quantique. Puis, le vaisseau répondit. Un flot de données parvint, correspondant parfaitement aux séquences mathématiques et chimiques du Concordat. Quiconque se trouvait à bord de ce vaisseau maîtrisait les bases de la communication universelle. C'était une personne intelligente. Elle souhaitait communiquer. « Nous recevons une transmission visuelle », annonça l'officier de transmission. L'écran principal vacilla et changea d'affichage. Un visage apparut et Zéric entendit des halètements sur le pont. L'être qui les observait était symétrique, avec 2 yeux frontaux positionnés de manière à percevoir la profondeur. « Des yeux de prédateur », remarqua Zéric. La créature avait une peau lisse, sans écailles ni chitine, d'une couleur brun chaud. Des cheveux poussaient sur le haut de sa tête, attachés de façon pratique. Son visage exprimait des émotions presque lisibles. Inquiétude, prudence, espoir. « Je suis le capitaine Sarah Chen, du vaisseau indomitable du corps spatial des Nations Unies », déclara l'être. Les mots étaient incompréhensibles, mais en quelques secondes, les algorithmes de traduction du Concordat commencèrent à analyser la structure du langage. « Nous venons en paix. Nous ne recherchons qu'un passage sûr et, si possible, l'amitié. » La traduction était approximative, mais le sens était clair. Zéric sentit sa tension se relâcher. Au moins, ils étaient disposés à dialoguer. « Je suis l'ambassadeur, le capitaine Zéric du Concordat galactique », répondit-il prudemment, sachant que ses propres paroles
nécessiterait une traduction. Votre vaisseau est impressionnant et inattendu. Nous souhaitons connaître vos intentions. Le visage du capitaine Chen trahissait peut-être un soulagement. Nous sommes des réfugiés, dit-elle. Notre étoile était mourante. Nous avons construit 12 vaisseaux pour sauver autant de nos semblables que possible. L'Indomptable transporte 50 millions d'âmes en quête d'un nouveau foyer parmi les étoiles. Un silence complet s'installa sur la passerelle. 50 millions d'êtres sur un seul vaisseau. Le nombre était stupéfiant. Les plus grands vaisseaux coloniaux du Concordat transportaient peut-être 50 000 personnes. C'était du jamais vu. Sur la planète en contrebas, des messages frénétiques inondaient le système de communication de Zurich. Le Conseil exigeait des réponses. Les commandants militaires réclamaient des évaluations des menaces. Les scientifiques voulaient des données. Zurich les ignora tous un instant, concentré uniquement sur le visage affiché sur son écran. 50 millions, répéta-t-il, lentement. Votre espèce doit être remarquable en matière de construction. Mais je dois vous demander, capitaine Chen, pourquoi votre vaisseau de réfugiés transporte-t-il autant d'armes? L'expression de Chen se teinta peut-être de tristesse. Parce que nous ne savions pas ce que nous allions découvrir ici, dans l'obscurité. Nous espérions trouver des amis, mais nous nous étions préparés aux menaces. Chaque espèce à bord de ce vaisseau est précieuse à nos yeux. Nous avons construit l'Indomptable pour les protéger, quoi qu'il arrive. Avant que Zurich ne puisse répondre, des alarmes de proximité retentirent sur la passerelle. Un jeune pilote crèche nommé Tixal, stationné sur l'un des chasseurs d'escorte, avait paniqué lorsque les faisceaux de balayage de l'Indomptable avaient balayé son appareil. Ses mains, tremblantes d'adrénaline et de peur, se portèrent vers les commandes d'armement. « Tous les vaisseaux, arrêtez-vous !» hurla Zurich dans le canal de communication de la flotte. « C'est un ordre direct, ne tirez pas !» Mais la peur de Tixal était plus forte que son entraînement. Son doigt resta suspendu au-dessus du canal. « C'est un ordre direct, ne tirez pas !» Mais la peur de Tixal était plus forte que son entraînement. Son doigt hésita au-dessus du bouton de tir. Dans cet instant figé, Zirked vit l'avenir en équilibre précaire. Une simple pression nerveuse sur la détente pouvait déclencher une guerre. Un seul coup de feu pouvait condamner les deux espèces au conflit. Le visage du capitaine Chen disparut de l'écran, remplacé par des données tactiques. Zirked observa avec horreur les systèmes d'armement de l'Indomptable s'activer en réponse à la menace perçue. Les tourelles de défense ponctuelles pivotèrent vers le chasseur de Tixal. Les relevés d'énergie s'affolèrent sur la coque massive. « Tixal, arrêtez-vous immédiatement. C'est un ordre direct de votre capitaine, ambassadeur. » La voix de Suralit était tranchante, perçant la panique. Les mandibules de Tixal claquèrent de détresse, mais il retira sa main des commandes. L'instant s'étira, suspendu dans l'incertitude. Puis, lentement, les armes de l'Indomptable s'éteignirent. Les tourelles reprirent leur position neutre. Le visage du capitaine Chen réapparut à l'écran, et Zirich comprit qu'elle s'était entretenue avec quelqu'un hors champ. « Ambassadeur capitaine Zirich, dit-elle prudemment, nous avons détecté un verrouillage d'armes provenant de l'un de vos navires d'escorte. Était-ce intentionnel ?» Zirich prit une décision qui allait être analysée dans le cadre de la diplomatie. Des académies depuis des générations. Non, capitaine Chen, c'était de la peur. L'un de mes pilotes est jeune et a été effrayé par la taille et la puissance de votre vaisseau. Il a agi par instinct et non sur ordre. Je vous prie de m'excuser pour cet incident. Le visage de Chen exprima d'abord de la surprise, puis ce qui sembla être du respect. Je comprends la peur. Merci pour votre honnêteté. Afin d'apaiser les tensions, je souhaiterais vous inviter, ainsi qu'une petite délégation, à bord de l'Indomitable. Laissez-nous vous présenter notre mission. Laissez-nous vous prouver que nous ne sommes pas malveillants. Cette proposition provoqua des remous au sein de la hiérarchie du Concordat. Les conseillers militaires lancèrent des avertissements. La délégation Crèche exigea de Zirk un refus immédiat.
Mais Zirk regarda le visage de Chen sur l'écran et y reconnut quelque chose de familier. L'espoir désespéré de quelqu'un qui avait tout perdu et qui implorait une seconde chance. « J'accepte votre invitation, capitaine Chen, dit-il. Je serai accompagné de 5 représentants de différentes espèces alliées. Quand cela vous conviendrait-il? Dès que vous serez prêt, capitaine ambassadeur, nous transmettrons les coordonnées d'amarrage à votre vaisseau amiral. L'Indomptable vous souhaite la bienvenue. » La transmission terminée, le second de Zierik se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Monsieur, le Conseil exige votre refus. Ils estiment que c'est trop dangereux. » Zerek se leva et rajusta son uniforme. Puis le Conseil a assigné un nouveau capitaine ambassadeur. Il faut bien que quelqu'un soit le premier. Il faut bien que quelqu'un prenne le risque de construire des ponts plutôt que des murs. Aujourd'hui, cette personne, c'est moi. Il a soigneusement sélectionné sa délégation. Sorleth Ladelph pour son expertise scientifique. Le docteur Shinvara Lalumine pour sa compréhension des systèmes énergétiques. Le second du commandant Zixtar, un jeune homme nommé Velmar, moins agressif que son supérieur, et 2 autres représentant des perspectives différentes mais complémentaires. Alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer à bord de la navette qui les conduirait à l'Indomptable, Zirict s'adressa à eux d'une voix calme. « Nous allons voir quelque chose qu'aucune espèce concordante n'a jamais vu, une civilisation qui se construit à une échelle inimaginable. Quoi que nous trouvions à bord de ce vaisseau, souvenez-vous, ce sont des réfugiés qui ont perdu leur foyer. Ils méritent notre compassion, mais aussi notre prudence. » La navette décolla, traversant le vide entre le petit vaisseau amiral du Concordat et l'immense vaisseau humain. À mesure qu'il s'approchait, l'immensité de l'Indomptable devint saisissante. Leur navette entière aurait pu tenir des centaines de fois à l'intérieur de certaines structures de surface. Une baie d'amarrage s'ouvrit sur le flanc du vaisseau, suffisamment vaste pour accueillir un croiseur Concordat. La navette semblait minuscule en descendant dans l'habitacle illuminé. Lorsque le sas s'ouvrit et que Zierich pénétra pour la première fois dans l'Indomptable, le capitaine Sarah Chen l'attendait, entouré d'une garde d'honneur d'hommes en uniformes impeccables. Elle lui tendit la main, un geste que les systèmes de traduction interprétèrent comme une salutation et un témoignage de respect. Zierich tendit la main et la saisit délicatement, conscient que ce simple contact marquait le premier contact physique entre les humains et le Concordat galactique. L'instant serait à jamais gravé dans les archives de l'histoire. « Bienvenue à bord, » dit le capitaine Chen avec un sourire. « Permettez-nous de vous présenter qui nous sommes. » Tandis qu'il pénétrait plus profondément dans le vaisseau, Zierich sentit sa compréhension de l'univers se transformer. Les couloirs étaient vastes mais non déserts. Ils longeaient des fenêtres donnant sur des jardins, des zones résidentielles et des espaces publics. Il vit des enfants jouer, des adultes converser, des aînés plongés dans une contemplation paisible. Ce n'était pas un vaisseau de guerre. C'était une demeure qui voyageait, à travers les étoiles. Et Zirk commença à comprendre l'ampleur des sacrifices consentis par ces humains pour survivre. Le capitaine Chen mena la délégation à travers des couloirs qui semblaient m'être conçus pour le déplacement d'armées, mais où circulaient, en réalité, des familles. Zierk observait des enfants humains courir, riant et se poursuivant, sans la moindre crainte des étranges extraterrestres qui accompagnaient leur capitaine. Les parents saluèrent poliment la délégation d'un signe de tête, certains affichant une certaine curiosité, d'autres vaquant simplement à leurs occupations. « Nous sommes dans le quartier résidentiel NDJ 7, expliqua Chen en marchant. Nous comptons 23 quartiers résidentiels au total, chacun conçu pour accueillir environ 2 millions de personnes. Nous avons cherché à recréer l'atmosphère des quartiers, des lieux où les gens peuvent tisser des liens, même en traversant le vide. » Le visage cristallin du docteur Shinvara palpita de curiosité. « Capitaine Chen, l'énergie nécessaire au maintien des systèmes de survie de tant d'êtres doit être colossale. Comment alimentez-vous un tel vaisseau ?» Chen sourit, un geste que les systèmes de traduction interprétèrent comme une satisfaction face à la question.
Je vous montrerai nos cœurs de réacteurs plus tard. Mais pour faire court, il s'agit de réacteurs à fusion, au pluriel. Nous avons 17 réacteurs primaires et plus de 100 systèmes secondaires. Lors de la conception de l'indomptable, chaque calcul partait d'une question fondamentale. Comment assurer la survie de personnes pendant potentiellement des siècles dans l'espace profond? Il traversait un marché où des marchands proposaient leurs marchandises sur de petites échoppes. L'air embaumait les plats mijotés, des épices étrangères, aux espèces du concordat, mais étrangement attirantes. Les humains marchandaient et discutaient, créant une atmosphère authentique et vivante. Velmar, l'officier crèche, claqua nerveusement des mandibules. Capitaine, excusez ma franchise, mais nous avons détecté ce qui semble être des systèmes d'armes dissimulant votre coque. S'il s'agit d'un vaisseau pacifique, pourquoi une telle puissance de feu? L'expression de Chen se fit plus grave. Permettez-moi de vous montrer quelque chose qui répondra à cette question mieux que de longs discours. Elle les conduisit vers un vaste hublot donnant sur l'une des parties extérieures du vaisseau. Ce que le Concordat avait identifié comme des armes était visible, mais Ziercht pouvait désormais les observer dans leur contexte. Les tourelles étaient relativement petites par rapport à la taille imposante du vaisseau, positionnées pour assurer une couverture défensive plutôt qu'une capacité offensive. Ce sont des systèmes de défense ponctuels, expliqua Chen. Dans l'espace profond, même un petit astéroïde se déplaçant à grande vitesse peut perforer la coque. Nous devons intercepter les débris avant qu'ils n'endommagent le vaisseau. Les installations plus importantes servent aux opérations minières. Nous utilisons des lasers de haute puissance pour fragmenter les astéroïdes et en extraire les matières premières. Tout ce que nous construisons doit provenir de l'espace lui-même. Séralite réfléchissait comme enveloppé dans sa combinaison. Donc, les armes sont en réalité des outils. Reconvertis pour la protection. Exactement, acquiesça Chen. Mais je ne vais pas vous mentir. Si nous sommes menacés, ces outils peuvent servir à nous défendre. Nous apprenons à penser en termes de défense et non d'attaque. Quand on protège 50 millions de vies, on ne prend aucun risque. La délégation poursuivit sa visite du vaisseau. Ils découvrirent les salles des machines où des techniciens s'affairaient à la maintenance des systèmes colossaux qui assuraient le fonctionnement de l'indomptable. Ils visitèrent également les infirmeries, capables d'accueillir des milliers de patients. Ils visitèrent Zhao des écoles où des enfants humains apprenaient l'histoire de la Terre, leur monde natal qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ne visiteraient jamais. Mais ce furent les terrasses agricoles qui stupéfièrent véritablement la délégation. Chen les conduisit dans une salle si vaste que des phénomènes météorologiques s'y formaient. Une lumière artificielle jaillissait de panneaux intégrés au plafond. Des champs de céréales s'étendaient à perte de vue, cultivés par des systèmes automatisés et des ouvriers. Des arbres poussaient en bosquets ordonnés, leurs branches croulant sous les fruits. « Voici le pont agricole numéro 3, dit Chen d'une voix douce. Nous en avons 12 à bord. Ils produisent suffisamment de nourriture pour nourrir tout l'équipage, avec des surplus pour les réserves. Nous les avons conçus pour être à la fois efficaces et esthétiques. Les gens ont besoin de plus que de nourriture. Ils ont besoin de voir la nature pousser. Ils ont besoin de se souvenir de ce que c'était que de fouler le sol d'une planète. Le docteur Shinvara s'avança, son champ énergétique s'étendant pour scanner les plantes. Ce sont des conditions remarquablement semblables à celles de la Terre. Vous avez recréé des écosystèmes entiers à l'intérieur de votre vaisseau. Nous n'avions pas le choix, répondit Chen. Non seulement pour se nourrir, mais aussi pour survivre psychologiquement. L'être humain a besoin de la nature, même artificielle. Sans ces espaces, sans l'illusion de la vie sur Terre, il perdrait espoir durant le long voyage. Tandis qu'ils traversaient les forêts artificielles, Zierich remarqua quelque chose. Au loin, entre les arbres, il aperçut des structures. En y regardant de plus près, il réalisa que c'étaient des maisons. Des familles y vivaient, réellement, dans des maisons entourées de végétation. Des enfants jouaient dans les jardins, comme on aurait pu le faire sur la terre primitive.
Certaines personnes ne supportaient pas de vivre dans les couloirs métalliques, expliqua Chen, remarquant son intérêt. Alors, nous leur avons permis de construire des maisons sur les terrasses agricoles. Tant qu'ils entretiennent les systèmes et participent aux travaux agricoles, ils peuvent vivre entourés de végétation. Nous avons très tôt compris que chacun a besoin d'un environnement différent pour se sentir pleinement humain. Le commandant Velmar était resté silencieux un long moment, ses traits insectoïdes indéchiffrables. Puis il prit la parole, d'une voix basse. « Capitaine Chen, mon peuple entretient des légendes de dévoreurs de mondes, d'immenses vaisseaux qui engloutissent dans des planètes. Lorsque nous avons détecté votre vaisseau pour la première fois, j'ai cru que ces légendes étaient fondées. J'ai préconisé votre destruction avant que vous n'atteigniez nos mondes. » Chen se tourna vers lui. « Et maintenant, je vois maintenant que vous n'êtes pas des dévoreurs de mondes, mais des transporteurs de mondes. Vous avez emporté votre monde avec vous, car vous n'aviez pas le choix. J'avais tort et je m'en excuse. » Chen tendit lentement la main, laissant Velmar anticiper son geste, et la posa délicatement sur son épaule chitineuse. « Tu avais raison d'être prudent. Tu avais seulement tort de supposer le pire sans preuve. Merci d'avoir accepté de changer d'avis. » L'étape suivante fut le mémorial, et c'est là que le véritable poids de l'histoire de l'humanité apparut clairement. La pièce était faiblement éclairée, des projections holographiques flottant dans l'obscurité. Chaque projection montrait un visage, un nom, une brève biographie. Des milliers, peut-être des millions, emplissaient l'espace, chacune représentant un être humain mort lorsque le soleil a commencé à décliner. 4 milliards de personnes, murmura Chen, la voix chargée d'émotion. 4 milliards d'êtres humains que nous n'avons pas pu sauver. Nous avions 30 ans d'alerte lorsque nos scientifiques ont détecté l'instabilité du Soleil. Pendant ce temps, nous avons construit 12 vaisseaux de classe Titan. Ce n'était pas suffisant. Ce ne le serait jamais. La délégation parcourut les projections en silence. Zirik lut les brèves descriptions sous chaque image. Enseignants, artistes, agriculteurs, enfants, aînés, scientifiques, ouvriers, chacun d'eux a vu sa vie s'éteindre parce que l'humanité a manqué de temps et de ressources. Nous nous souvenons d'eux, a poursuivi Chen. Chaque personne à bord d'un vaisseau de classe Titan se recueille dans son mémorial. Nous nous souvenons car les oublier serait un affront à leur sacrifice. Ils sont morts pour que nous puissions vivre. Le moins que nous puissions faire est de porter leurs souvenirs avec nous, quel que soit notre nouveau foyer. La lumière intérieure du docteur Shinvara s'était éteinte sous le poids de la tristesse. Capitaine, je ne peux imaginer la douleur de votre peuple. Perdre tant de personnes, devoir choisir qui vivrait et qui mourrait. Comment avez-vous survécu à un tel traumatisme? Chen sourit, mais c'était un sourire triste. En nous concentrant sur les vivants, en nous assurant que ces 4 milliards de morts n'aient pas eu de sens. Si nous abandonnons, si nous ne parvenons pas à trouver un nouveau foyer et à prospérer, alors leur mort aura été vaine. Alors nous persévérons, nous gardons espoir, nous continuons de construire. Ils ont rejoint les ponts d'hibernation et là, l'ampleur du voyage de l'humanité est devenue encore plus évidente. D'immenses chambres s'étendaient à perte de vue, chacune contenant des milliers de capsules de suspension. À l'intérieur de chaque capsule, un être humain dormait en hibernation artificielle, ses fonctions vitales réduites à un niveau à peine perceptible. 30 millions de personnes, expliqua Chen, sa voix résonnant dans l'immensité de l'espace. Nous n'avons pas les ressources nécessaires pour maintenir tout le monde éveillé durant le voyage. Alors, nous procédons par roulement. Chaque personne passe 10 ans éveillée, puis 30 ans endormie, puis 10 ans de nouveau éveillée. Cela nous permet d'optimiser nos ressources et donne à chacun la chance de participer à l'aventure. Séralit approcha son visage d'une des capsules, observant l'humain endormi à l'intérieur. Ils vous font une confiance absolue, prêts à dormir pendant que vous les guidez à travers l'espace inconnu, à sacrifier des décennies de leur vie
dans l'espoir que vous leur trouviez un foyer. Ce n'est pas seulement une question de confiance en moi, a déclaré Chen. C'est une question de confiance mutuelle. Chaque personne à bord de ce vaisseau sait que nous survivrons ensemble ou pas du tout. C'est le seul point positif de la destruction de la Terre. Nous avons appris que nous sommes tous dans le même bateau. La dernière étape fut le pont où Zirkt aperçut le centre de commandement d'où les humains dirigeaient leur cité flottante. L'espace était fonctionnel, mais non militarisé. Des humains travaillaient à différents postes. Ils surveillaient les systèmes, calculaient les trajectoires et assuraient les communications avec les autres parties du vaisseau. Un homme âgé s'approcha, ses cheveux blanchis par l'âge et son visage marqué par des années de responsabilité. « Voici le docteur James Park », dit Chen en le présentant. « Il est notre scientifique en chef et l'architecte principal des vaisseaux de classe Titan. » Le docteur Park s'inclina légèrement en guise de salutation. « Ambassadeur, capitaine, je comprends vos inquiétudes quant à nos intentions. Permettez-moi d'être direct. Nous avons besoin de 3 choses principales. L'autorisation de traverser votre espace en toute sécurité, des informations sur les mondes propices à la colonisation et, idéalement, des relations d'amitié et d'échanges commerciaux. La conquête ne nous intéresse pas. Nous avons vu la mort et la perte. Nous choisissons la vie, même dans les moments difficiles. » Zirrik sentait le poids de la décision peser sur ses épaules. Ces humains étaient des réfugiés d'une ampleur inédite pour le Concordat. Mais ils étaient aussi des alliés potentiels, une espèce qui avait bâti avec vision et survécu grâce à la coopération. Surtout, c'étaient des gens qui avaient tout perdu et qui tentaient simplement de survivre. « Capitaine Chen, Dr Park, » dit Zirk avec prudence. La flotte pirate émergea d'un voyage supraluminique avec l'assurance de prédateurs ayant trouvé une proie facile. Leur chef, un vétéran marqué par les cicatrices nommé Cross, qui commandait depuis un croiseur fortement modifié, avait bâti sa réputation sur son sens du timing. Une mission diplomatique du Concordat impliquait des otages de grande valeur. Un immense vaisseau inconnu recelait une technologie potentiellement inestimable. Ensemble, ils représentaient le butin d'une vie. Tous les vaisseaux attaquent en formation. Le Cross grogna dans le chenal de la flotte. Ciblez d'abord les escortes plus petites. Je veux que ce gros vaisseau soit mis hors de combat, pas détruit. Quel que soit l'intervalle et secret qu'elle renferme, je les veux intacts. Les premiers missiles furent lancés avant même que quiconque puisse réagir. Zirked, depuis la passerelle de l'Indomptable, assista avec horreur à la destruction de 3 de ses vaisseaux d'escorte, touchés de plein fouet. La voix concordante trembla sous l'impact de ses boucliers. Soralith poussa un cri d'alarme, son corps aquatique se tordant de douleur. « Ils commencent l'abordage dès que le Harmony passe », annonça d'une voix tendue un officier tactique de Chen. « Capitaine, ces vaisseaux du Concordat ne sont pas conçus pour les combats d'envergure. Ils seront submergés en quelques minutes. » Zirrik se tourna vers Ouir. Chen, son esprit passant en revue les options limitées qui s'offraient à lui. « Capitaine, vous devriez battre en retraite. Mettez vos hommes en sécurité. Ce n'est pas votre combat. » Le regard de Chen se durcit d'une manière qui rappela à Zerek qu'elle commandait un vaisseau transportant 50 millions d'âmes à travers le vide. « Capitaine ambassadeur, avec tout le respect que je vous dois, vous vous trompez. Vous êtes venu ici de bonne foi. Vous avez amené votre peuple à la rencontre du mien. Cela fait de ce combat le nôtre. » Elle se tourna vers son équipage. Activation tactique de tous les systèmes défensifs. Les armes ne doivent cibler que les navires ennemis. Je veux des frappes de précision sur les moteurs et les systèmes d'armement. Pas de tir mortel sauf en cas d'absolue nécessité. Un message a été diffusé à la flotte pirate. Elle n'a qu'une chance de se retirer pacifiquement. L'avertissement a été donné. Cross a ri en l'entendant. Ce gros navire se croit capable de nous menacer. Montrons-leur ce qui arrive aux navires qui ne connaissent pas leur place. 20 autres missiles filèrent vers l'Indomptable. Shen les regarda arriver, le visage impassible. Défense rapprochée activée. La suite des événements serait analysée par les stratèges militaires pendant des décennies.
La coque de l'Indomptable était recouverte de ce qui semblait être de petites tourelles, des centaines, chacune conçue pour intercepter les astéroïdes et les débris spatiaux filant à des vitesses prodigieuses. Contre les missiles, leur efficacité était redoutable. Des systèmes de suivi verrouillaient chaque projectile entrant. La défense laser tirait par rafales précises et calculée. Chaque missile était détruit avant même d'atteindre la coque de l'Indomptable. La première salve de la flotte pirate s'évapora tout simplement dans une série de petites explosions qui semblaient presque magnifiques sur fond d'espace. À bord de son vaisseau amiral, Cross fixait ses écrans, incrédule. Quel genre de système de défense est-ce là? Feu à volonté, submerger leurs défenses ponctuelles. La flotte pirate déchaîna tout son arsenal, des centaines de missiles, de torpilles à esquisses à plasma et de projectiles cinétiques emplirent l'espace, tous dirigés vers l'immense vaisseau humain. Le réseau de défense ponctuelle de l'Indomptable réagit avec une efficacité redoutable. Les tourelles traquaient et tiraient encore, créant un réseau invisible de lasers défensifs impénétrables. Impressionnant, murmura le commandant Velmar, observant le spectacle. Leurs systèmes ne sont même pas sollicités. La voix du capitaine Chen restait calme. Tactique. Les vaisseaux du Concordat sont-ils toujours attaqués? Oui, capitaine. Les pirates abordent que le Harmony's Light et 2 autres vaisseaux. L'équipage du Concordat se bat, mais ils ne sont pas équipés pour ça. Acquiesça Chen. Alors on en finit. Les armes ciblent les vaisseaux ennemis engagés dans des abordages. Neutralisez-les, mais n'oubliez pas, la précision prime sur la puissance. Je les veux vivants si possible. Bien, capitaine. Feu au canon électromagnétique. Les armes que Zyrich avait vues et qu'il supposait destinées aux opérations minières révélèrent leur double nature. Les canons électromagnétiques, conçus pour accélérer des blocs de minerais en vue de leur traitement, pouvaient tout aussi bien propulser des projectiles en tungstène à des vitesses proches de la vitesse relativiste. Le ciblage était chirurgical. Les projectiles des canons électromagnétiques frappaient les vaisseaux pirates en des points précis. Section de moteur, emplacement d'armes, système de production d'énergie. Les impacts étaient dévastateurs, mais maîtrisés. En 30 secondes, 5 vaisseaux pirates furent mis hors service, dérivant dans l'espace, leurs équipages encore en vie. Cross vit 3 de ces vaisseaux s'éteindre et sentit une glace se former dans son cœur. Tous les vaisseaux effectuèrent des manœuvres d'évitement, concentrant leurs tirs sur ce monstre. Mais l'Indomptable avait été conçu par des humains qui comprenaient une chose fondamentale en matière de survie. La meilleure défense n'était pas de détruire l'ennemi, mais de rendre toute attaque extrêmement coûteuse. Les vaisseaux pirates restants tentèrent de réduire la distance en tirant à mesure qu'ils s'approchaient. Chaque tir était intercepté ou absorbé par le blindage de la coque, conçu pour résister à des impacts de micrométéorites à des vitesses interstellaires. « Capitaine » rapporta l'officier tactique. « Le vaisseau amiral pirate tente de cibler nos quartiers civils avec des armes à plasma lourdes. » Chen serra les dents. C'était la limite à ne pas franchir. Menacez les défenses du vaisseau et elle vous neutraliserait. Menacez les 50 millions de personnes placées sous sa protection et elle vous anéantirait. Les canons électromagnétiques ciblent l'armement principal du vaisseau amiral. Puissance maximale. Je veux que ces canons à plasma disparaissent. Le canon électromagnétique principal de l'Indomptable a fait feu. Le projectile a traversé la distance entre les vaisseaux en moins d'1 seconde. Je veux que ces canons à plasma disparaissent. Le canon électromagnétique principal de l'Indomitable a fait feu. Le projectile a traversé la distance entre les vaisseaux en moins d'1 seconde. L'impact a transpercé la partie avant du vaisseau amiral pirate, détruisant ses armes principales d'un seul coup précis. Le vaisseau a basculé, ses systèmes hors service, mais les compartiments de l'équipage sont restés intacts. Les vaisseaux pirates restants, voyant le vaisseau de leur chef hors de combat, rompirent sur les rangs. Certains tentèrent de fuir. D'autres, par désespoir ou par stupidité, continuèrent d'attaquer.
L'indomptable les neutralisa un à un, avec la même précision chirurgicale. 4 minutes après le début du combat, 40 vaisseaux pirates erraient, impuissants, dans l'espace. Pas un seul vaisseau n'avait été détruit. Pas un seul membre d'équipage n'avait été tué par des tirs humains. Zérik, sur la passerelle, tentait de comprendre ce qu'il venait de voir. L'indomptable avait affronté une force numériquement supérieure et l'avait neutralisée sans le moindre effort et sans faire de victimes. La maîtrise dont il faisait preuve était aussi impressionnante que sa puissance. Chen passait déjà à la priorité suivante. Équipe médicale, préparez-vous à accueillir les blessés. Je veux des postes de triage installés pour les blessés du Concordat et les pirates. Ingénierie, envoyez des équipes de réparation des avaries pour aider à réparer les vaisseaux du Concordat. Communication, ouvrez un canal avec le vaisseau amiral pirate. Le visage de Cross apparut à l'écran, ensanglanté et furieux. Vous auriez dû nous anéantir, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? L'expression de Chen était lasse mais ferme. Parce que nous avons assez vu de morts, pirates. Vos équipages sont les fils et les filles de quelqu'un, une famille. Vous avez fait de terribles choix aujourd'hui, mais cela ne signifie pas que vous méritez de mourir. Les autorités du Concordat s'occuperont de vous. Notre rôle était de préserver la vie de tous, même de nos ennemis. Elle coupa la transmission et se tourna vers Zuricht. Capitaine ambassadeur, vos vaisseaux ont besoin de réparation et vos blessés de soins médicaux. Nous disposons des infrastructures nécessaires. Accepterez-vous notre aide? Zéricht sentit quelque chose changer en lui, une compréhension fondamentale s'imposer à lui. Ces humains, avec leurs vaisseaux gigantesques et leurs armes dévastatrices, venaient de démontrer ce sur quoi le Concordat avait bâti toute sa civilisation. Choisir de préserver la vie, même en la détruisant, serait plus facile. Oui, capitaine Chen, nous acceptons votre aide. Et je crois comprendre maintenant pourquoi votre peuple a survécu à la destruction de votre monde. Vous avez refusé de laisser la mort triompher, même lorsqu'il aurait été plus simple de l'accepter. Au cours des heures suivantes, l'Indomitable est devenu un centre de sauvetage et de secours. Des équipes médicales humaines ont travaillé aux côtés du personnel du Concordat pour soigner les blessés des deux camps lors de ce bref affrontement. Des ingénieurs ont exploré les vaisseaux endommagés du Concordat, effectuant des réparations grâce à leurs matériaux et leur savoir-faire, sauvant ainsi des appareils qui auraient autrement été perdus. Le docteur Park a trouvé Zyrich dans l'une des infirmeries, observant un médecin humain soigner avec précaution un pilote crèche blessé. Le pilote avait été blessé lors de la tentative d'abordage par les pirates, et les mains du docteur se mouvaient avec une habileté consommée, sans qu'elle se soucie le moins du monde de sauver une espèce qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Votre peuple n'hésite pas à aider, même ceux qui lui sont étrangers, observa Zéricht. Le docteur Park sourit. Quand la Terre était agonisante, nous avons appris une leçon importante. La vie est précieuse, toute vie, pas seulement la vie humaine. Nous avons dû choisir qui embarquerait à bord des vaisseaux de classe Titan, mais nous avons emmené autant d'animaux et de plantes terrestres que possible. Nous avons également emporté des échantillons génétiques d'espèces que nous ne pouvions sauver physiquement. Nous avons agi ainsi car nous savions que notre responsabilité ne reposait pas seulement sur la survie de l'humanité, mais sur celle de toute la biosphère terrestre. Il désigna l'infirmerie du doigt. Aidez les vôtres. Aidez même les pirates qui nous ont attaqués. C'est le même principe. Nous sommes tous des êtres vivants qui tentons de survivre dans un univers vaste et souvent hostile. Si nous ne nous entraidons pas, à quoi bon? Zirkirk observa le médecin qui venait de soigner le pilote crèche avant de s'occuper d'un pirate blessé, lui prodiguant à tous deux les mêmes soins. Il repensa aux 4 minutes de combat, aux frappes précises. Pause. À la retenue dont vous aviez fait preuve même face à l'agression. Votre espèce a connu la mort à une échelle inimaginable, dit Zyrich d'une voix calme. 4 milliards d'êtres humains ont péri lors de la destruction de la Terre. Et pourtant vous choisissez de préserver la vie à chaque occasion. C'est remarquable. Ce n'est pas remarquable, répondit le docteur Park. C'est nécessaire. Nous avons perdu 4 milliards de personnes, oui,
Nous portons ce deuil chaque jour. Mais nous avons aussi la responsabilité d'honorer leur mémoire en veillant à ce que ceux qui ont survécu et ceux que nous croisons en chemin reçoivent le meilleur soutien possible. 3 mois s'étaient écoulés depuis la bataille contre les pirates. Jamais les salles du Conseil du Concordat n'avaient connu une telle effervescence. Des représentants de plus de 200 espèces étaient réunis dans cet immense espace circulaire. À l'extérieur, des milliards d'êtres répartis sur des dizaines de mondes suivaient les débats grâce à des retransmissions quantiques. La décision du jour allait redéfinir l'avenir de la galaxie. Au centre de la salle, le capitaine Sarah Chen, désormais non plus simple commandante d'un vaisseau de réfugiés, mais porte-parole de l'humanité à travers les étoiles. Elle portait son uniforme de cérémonie, impeccable et professionnel, mais ses yeux trahissaient la lassitude de celle qui avait porté le poids de 50 millions de vies, trop longtemps sans répit. La haute conseillère Mirsan ouvrit la séance. Le Concordat a examiné la pétition de l'espèce humaine demandant le droit de s'établir et le statut d'alliance. Nous avons entendu le témoignage de l'ambassadeur, le capitaine Ziert, examiner les données relatives à l'affrontement avec les forces hostiles et analyser les spécifications techniques des vaisseaux de classe Titan. Il nous faut maintenant décider. Le commandant Zixtar prit la parole. Les mandibules du chef Kresh claquèrent d'agitation. Je m'oppose à cette proposition. Les humains sont trop puissants, trop dangereux. Oui, ils ont fait preuve de retenue lors d'une bataille. Mais qu'adviendra-t-il une fois qu'ils seront bien implantés? Qu'adviendra-t-il lorsqu'ils n'auront plus besoin de notre bienveillance? Nous inviterions alors une espèce prédatrice chez nous. Des murmures d'approbation parcoururent certaines délégations. La peur était une force puissante et de nombreuses espèces considéraient encore l'indomptable comme une menace malgré tout ce qui s'était passé. Mais le docteur Shinvara se tenait debout, son corps cristallin irradiant de conviction. Le conseiller Zixtar parle de ce qui pourrait arriver. Je parle de ce qui s'est passé. Les humains ont neutralisé 40 vaisseaux pirates sans aucune perte. Ils ont prodigué des soins médicaux à leurs agresseurs. Ils ont aidé à réparer les vaisseaux endommagés du Concordat grâce à leurs propres ressources. Ils nous ont montré non pas ce qu'ils pourraient devenir, mais ce qu'ils sont déjà. Une espèce qui choisit la vie plutôt que la mort à chaque occasion. Une représentante de Delphes ajouta « De plus, les humains nous offrent quelque chose d'inestimable. Leur technique de construction, leur technologie de survie, leur expérience dans la construction de vaisseaux capables d'abriter des populations entières. Si une espèce du Concordat était confrontée à une menace existentielle, nous pourrions apprendre de l'humanité comment y survivre. » Le débat se poursuivit pendant des heures. Certains soutenaient que l'existence même de l'humanité en tant que réfugiés prouvait sa vulnérabilité aux mêmes catastrophes susceptibles de frapper n'importe quelle espèce. D'autres affirmaient que les capacités militaires de l'humanité, même limitées, étaient trop dangereuses pour être autorisées sur le territoire du Concordat. Finalement, Zirkt demanda la parole. « Honorable conseiller, j'ai marché parmi les humains. J'ai visité leur mémorial, où l'on se souvient de 4 milliards os de morts. Je les ai vus cultiver des jardins sous une lumière artificielle, car ils refusent de rompre leur lien avec la nature. Je les ai vus risquer leur vie pour sauver des inconnus. » Il marqua une pause, sa voix empreinte de conviction. Nous pouvons choisir de les percevoir comme des menaces, ou nous pouvons choisir de les voir pour ce qu'ils sont réellement, des survivants qui ont appris la leçon la plus importante de la galaxie. Nous sommes tous plus forts, ensemble que séparés. J'ai soumis une recommandation officielle en vue de négociations d'alliance immédiate et de l'octroi de droits d'établissement. Je demande au Conseil d'approuver cette recommandation. Le haut conseiller Mirsan regarda le capitaine Chen. Avant de voter, capitaine Chen, souhaitez-vous prendre la parole? Chen s'avança et le silence se fit dans la salle. Honorable membre du Concordat, je ne prétends pas comprendre pleinement vos craintes. Mon espèce a passé les dernières décennies seule, dans l'obscurité, désespérée et terrifiée. Mais je peux vous dire ce que nous avons appris de cette expérience. Nous avons appris que l'isolement est synonyme de mort.
Nous avons appris que la coopération est synonyme de survie. Nous avons appris que faire preuve de bonté, même envers ceux qui nous font du mal, n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle désigna les écrans qui diffusaient des images de l'indomptable. Vous voyez un navire de guerre. Nous voyons une maison. Vous voyez des armes. Nous voyons des outils qui protègent notre famille. Vous voyez une menace. Nous voyons l'occasion de cesser enfin de fuir et de commencer à construire. Nous ne vous demandons pas de nous faire aveuglément confiance. Nous vous demandons simplement de nous donner la possibilité de prouver que nous sommes dignes de cette confiance. Chen fouilla dans son uniforme et en sortit une petite puce de données. Ce document contient les spécifications techniques complètes de la construction des Titans, de nos réacteurs à fusion, de nos systèmes agricoles et de nos technologies de défense antimissiles. Nous le proposons gratuitement et sans condition, que vous approuviez ou non notre pétition. Car si le partage de nos connaissances peut aider ne serait-ce qu'une seule espèce concordante à survivre à une crise, alors peut-être que les 4 milliards d'êtres humains perdus sur Terre n'auront pas péri en vain. La salle s'anima de conversations surprises. L'offre était sans précédent. Une technologie d'une valeur supérieure à l'économie entière de certaines espèces, offerte gratuitement et sans aucune condition. Le haut conseiller Mearson rétablit l'ordre, puis procéda au vote. Qui était favorable à l'octroi à l'humanité du droit de s'installer sur des mondes inhabités dans les systèmes refuges et à l'établissement d'une alliance. Le vote dura plusieurs minutes, chaque délégation consignant sa décision. La tension dans la salle était insoutenable. Shen restait immobile, le visage impassible, mais Zirkt pouvait lire l'espoir et la peur qui se disputaient son regard. Finalement, le haut conseiller Mearson annonça les résultats. La motion est adoptée par 147 voix contre 53. L'humanité se voit accorder le droit de s'établir sur 3 mondes de classe M dans les systèmes refuges. Nouvelle Terra, repos du refuge et promesse du sanctuaire. Les systèmes. Nouvelle Terra, repos du refuge et promesse du sanctuaire. 2. Plus, l'humanité a proposé un statut d'alliance provisoire avec le Concordat galactique, qui sera réexaminé dans 10 ans. Chen sentit ses jambes flancher sous l'effet du soulagement. 50 millions de personnes avaient enfin un foyer, après toutes ces pertes, toutes ces peurs, tout cet espoir désespéré d'un avenir. Les cérémonies officielles durèrent encore 1 heure, avec la signature de documents et la confirmation de traités. Une fois tout cela terminé, Chen trouva Zirik qui l'attendait devant la salle du conseil. « Félicitations, capitaine », dit-il chaleureusement. « Votre peuple l'a bien mérité. »« Merci, ambassadeur, capitaine. Nous n'aurions rien pu faire sans que vous preniez ce premier risque, en embarquant à bord de l'Indomptable alors que vous aviez toutes les raisons d'avoir peur. » Xirik esquissa un sourire. « J'ai été nommé premier ambassadeur du Concordat auprès de l'humanité, » déclara-t-il. « Il semblerait que je passerai beaucoup de temps parmi vous. J'ai hâte d'en apprendre davantage sur les humains et de contribuer à tisser des liens entre nos espèces. » Au cours des semaines suivantes, les préparatifs ont commencé pour la première colonie planétaire de l'humanité. L'Indomitable serait le premier des 12 vaisseaux de classe Titan à atteindre les systèmes refuges. Les 11 autres étaient dispersés à travers la galaxie, chacun établissant son premier contact, chacun porteur d'un fragment de la survie de l'humanité. Le monde que les humains nommèrent Nouvelle Terra était d'une beauté à faire pleurer même les plus endurcis des explorateurs de l'espace. Il possédait des océans et des continents, des forêts et des montagnes, des climats et des saisons. Elle était plus petite que la Terre ne l'avait été, avec une gravité légèrement supérieure, mais elle était vivante et accueillante. Chen se tenait une dernière fois dans le mémorial de l'Indomptable avant l'atterrissage. Les visages holographiques de 4 milliards d'êtres humains disparus l'entouraient, leurs histoires préservées à jamais dans la lumière et les données. « Nous y sommes arrivés », leur murmura-t-elle. « Nous avons trouvé un foyer. Votre sacrifice n'a pas été vain. Je te promets que nous construirons ici quelque chose de beau, quelque chose digne de ta mémoire. »
Les baies d'hibernation entamèrent leur cycle de réveil. 30 millions de personnes, qui avaient dormi durant tout le voyage, commencèrent à émerger. Perplexes et pleins d'espoir, les parents réveillèrent leurs enfants et leur annoncèrent qu'ils allaient mettre fouler la terre ferme pour la première fois de leur vie. Les aînés, qui avaient sacrifié leur temps d'éveil pour assurer l'avenir des jeunes générations, pleurèrent de joie d'avoir survécu pour assister à ce moment. Le docteur Park trouva Chen sur la plateforme d'observation. Tous deux contemplaient Nuterra grandir dans le hublot. 15 ans, dit-il doucement. 15 ans depuis notre départ de la Terre. Parfois, j'avais l'impression que nous n'allions jamais nous arrêter de courir. Nous ne nous contentons plus de courir, répondit Chen. Maintenant, nous pouvons construire. Maintenant, nous pouvons montrer à la galaxie ce que l'humanité est capable de créer lorsqu'elle ne se contente pas de survivre, mais qu'elle prospère. La descente vers Nuterra dura 3 jours, l'indomitable se stabilisant sur une orbite géosynchrone au-dessus du site d'atterrissage principal. De plus petits vaisseaux de transport commencèrent à acheminer personnes et provisions à la surface. Les premiers humains à fouler le sol de Nuterra furent des enfants, choisis délibérément car l'avenir leur appartenait. Zirik se tenait aux côtés de Chen dans la zone d'atterrissage, observant le déploiement des premiers modules résidentiels. Humains et ingénieurs travaillaient ensemble, partageant leurs techniques et apprenant les uns des autres. Les premiers jardins furent plantés de graines venues de la terre, un patrimoine génétique ancestral prenant racine dans un nouveau sol. Les premiers bâtiments s'élevèrent, conçus en tenant compte à la fois des besoins humains et des normes architecturales en vigueur. Ce n'est que le début, dit Chen en observant des enfants courir dans l'herbe pour la première fois, leur rire porté par le vent. Oui, acquiesça Zirik. Le début de quelque chose de remarquable. Votre peuple changera le Concordat, capitaine. Je vois déjà les miens observer les humains et se demander comment nous pourrions mieux construire, survivre plus longtemps, coopérer plus efficacement. En quelques mois, la colonie de Nouvelle-Terra était solidement établie. Les 2 autres mondes, repos du refuge et promesse du sanctuaire, accueillirent leurs premiers habitants. Les 11 vaisseaux de classe Titan restants migrèrent vers l'espace du Concordat, transportant chacun de nouveaux humains en quête d'un foyer parmi les étoiles.